Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouveau meet-up. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les datasets. Donc c'est une feature de Liferay qui est encore assez méconnue, car assez récente. Et du coup, on a Fabien qui va nous parler de ça et qui va nous expliquer en détail comment les datasets vont révolutionner nos projets. Ok, merci Sébastien. Donc oui, la fonctionnalité de dataset de Liferay a été en bêta pendant assez longtemps, probablement plus d'un an je pense. Et elle est passée en release dans la version 2025 Q1. À noter, c'est que si jamais vous aviez créé des datasets dans les versions antérieures en bêta, euh, elles sont, il faut les recréer euh, depuis la release, puisque il y a eu des breaking changes avec la version ultime. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que c'est que les datasets, comment on les utilise, et au travers de quelques cas d'utilisation. Et je vais également vous parler d'opportunités, d'extension de datasets. Je vais vous montrer quelque chose pour vous donner des idées peut-être. C'est parti. Alors, partage d'écran. Tiens, faudra que, s'il te plaît, Sébastien, est-ce que tu pourrais me donner le partage d'écran? Euh, Je crois que tu as la main dessus. Bah non, a priori, L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. ok, j'ai touché aucun. Ça va être les défauts, je pense. Ouais, Attends, je trouve le truc. Tous les participants, voilà, je pense que. voilà, tu as trouvé le menu caché. Super. Voilà, c'est bon? C'est bon. Ouais, ok. Vous voyez l'écran? Très bien. Alors, tout d'abord, dataset, c'est une fonctionnalité qui va de pair avec les live objects. Donc là, je vais aller côté Life.Objects et je vais vous montrer quelques exemples. Euh, voilà celui-là dans un premier temps. J'ai créé ici deux Life.Objects. Il y en a un, je l'ai appelé secteur de réseau et l'autre, je l'ai appelé incident réseau. Donc là, on va imaginer, on est sur un réseau de distribution de gaz. Et donc, il y a plusieurs secteurs qui sont décrits. Donc, il a un nom, il a un code de secteur, une quantité de population qui est desservie, une surface en kilomètres carrés, et puis une date de mise de commissionnement, quand est-ce qu'il a été mis en place. Et à droite, ici, on a un objet incident. Donc, on a une relation avec le secteur, donc l'incident impacte un secteur. Il va avoir un type, donc là derrière, on a une pick list, type d'accident, une sévérité, pick list aussi, une date de signalement, une date de fermeture de l'incident. Voilà, donc on a ces objets-là, on les a publiés. Et ce qu'il faut savoir quand on publie un objet de ce type-là, c'est que d'une part, ça va créer des tables dans la base de données de l'iframe et ça va aussi exposer des API. Donc là, si je vais voir Network Sectors, par exemple, j'ai toutes les opérations crudes sur mes Network Sectors. Et puis après, ce qui est bon à connaître aussi, c'est que vous avez euh, vous avez une API qui est consciente des relations qui existent avec d'autres objets. Donc là, ici, j'ai une opération qui me permet d'aller créer des incidents ou alors consulter des incidents qui sont liés à un secteur. On peut faire ce genre de choses. Donc, on a nos API qui ont été créées. À partir de ce moment-là, on peut se rendre dans la section dataset. Et dans la section dataset, alors on va aller là. Quand on crée un dataset, on choisit toujours une application REST. C'est toujours une application REST qu'il faut choisir. Donc là, j'ai créé un dataset à partir des network incidents. À cet endroit-là, vous avez la possibilité de passer des paramètres supplémentaires. Des paramètres supplémentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire,
Si vous regardez l'API, on va aller voir l'API, Network Incidents. Là, quand vous faites le get, on peut passer des fields, des filters, on peut passer voilà, pas mal d'arguments ici. Bah, tous ces arguments, vous pouvez les passer là. Vous pouvez passer de base, par défaut, uniquement des paramètres statiques. Donc là, j'en profite. On a une limitation d'un contournement. Donc je vous partage ça, ça va vous être utile, puisque j'ai créé une client extension qui permet de supporter des paramètres dynamiques. Donc parmi les paramètres dynamiques que j'ai voulu supporter, on verra ça un petit peu après. Bon, bah, il y a quelques données de contexte qui viennent du thème display. Là aussi, c'est d'autres données de contexte qui viennent pas du thème display, qui viennent d'autre part, et ça, il y a une petite dépendance sur un petit fragment à ajouter pour contribuer ça au contexte. Donc il y a le count ID si on est dans un contexte commerce, et puis aussi l'ID de l'élément de la display page, si jamais on est sur un display page template. Voilà, c'est pour passer du contexte. Et puis j'ai aussi rajouté euh, des, euh, des variables hein, pour représenter des moments. Donc aujourd'hui, hier, il y a 24 heures, etc. Avec, bon, j'ai aussi géré les fuseaux horaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai construit pour l'instant, parce que j'avais ces limitations-là, et bon, ça me permet de gérer beaucoup plus de cas d'utilisation. Et puis, ben, vous pouvez traquer, hein, j'en ai parlé avec l'équipe produit. Donc, ces limitations seront in fine adressées, pour qu'il n'y ait plus besoin d'ajouter ça. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Vous pouvez passer des paramètres ici. Euh, de façon, euh, de façon native, il supporte que des paramètres statiques. Si vous voulez gérer des paramètres dynamiques, vous pouvez prendre ce que j'ai fait. Ensuite, vous avez trois modes de visualisation. Vous pouvez afficher sous forme de carte, sous forme de liste, sous forme de table. Quand c'est carte et liste, la quantité d'informations que vous pouvez afficher est un petit peu limitée, hein. Si vous avez pour mettre un titre, une description, c'est à peu près tout. Et quand c'est un tableau, vous pouvez mettre autant de champs que vous voulez. Dans tous les cas, la logique, c'est la même. Vous allez chercher un champ de la réponse de l'appel d'API. Là, ici, on regarde les Network Incidents. Network Incidents, c'est un enfant de Network Sector, d'une certaine façon. Donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans mon dataset là, qui affiche des network incidents, je peux aussi accéder à des éléments qui viennent du network sector. Donc, je peux afficher le nom du secteur, la population, le code du secteur. Je pourrais rajouter aussi la surface après. Donc, vous pouvez, dans le tableau, poser des éléments qui appartiennent à la fois à à l'objet qui est listé, mais également à des objets qui lui sont liés. Donc, si on a un objet lié, il en affiche un. S'il y en a plusieurs, il les afficherait tous. Et là, je vais vous montrer un petit truc, c'est que pour chaque champ, vous pouvez personnaliser ici. Si on se met là, voilà, pour une date, vous pouvez changer le libellé. Vous pouvez choisir le renderer. La liste ici, elle n'est pas finie. Vous avez une client extension pour créer des renderers supplémentaires si vous voulez. Donc, ça, c'est bon à savoir. C'est des client extensions très faciles à écrire. Généralement, ça tient dans un fichier JS. Vous pouvez faire des affichages personnalisés. Donc, client extension vous permet d'en rajouter d'autres. Voilà. Après, vous pouvez définir des filtres. Je vais vous montrer deux types de filtres. Là, par exemple, je veux filtrer par date de reporting. Donc là, on dit que ça porte sur le filtre, sur le champ reported date. Vous pouvez mettre des valeurs par défaut si vous voulez aussi. J'ai fait pareil pour le close date. Hop, attendez, on va y retourner. Et puis après, là, ici, j'ai des filtres dynamiques. J'en ai un, c'est sur des pick lists. Donc, incident status sur la pick list incident status.
J'ai pareil pour la sévérité. Et puis là, j'en ai un autre, c'est sur la relation. Donc là, je le fais sur le champ Network Sector ID. Et pour avoir la liste des Network Sector ID, j'appelle l'API des Network Sector qui est là. Et puis là, j'explique quel est l'ID, quel est le libellé, parmi les champs qui appartiennent à mon Object Definition. Et puis vous pouvez déterminer si ça doit être un select simple ou multiple. Vous pouvez aussi définir des classifications si vous voulez, là je n'en ai pas fait. Vous pouvez définir des actions, je vous le montrerai sur notre exemple. Donc là, on a créé le dataset, et puis donc du coup, quand on le pose sur la page, comment ça se passe? Vous avez un composant dataset, vous choisissez l'élément parmi la liste des définitions de dataset, et puis ça apparaît. Donc, qu'est-ce qui permet de faire? Bon, voilà, vous avez ici, si vous avez déjà utilisé les FreeObject, bah là, vous avez peut-être utilisé par le passé les layouts. Donc, dans les layouts, on pouvait faire un peu ce genre de choses, mais on pouvait avoir 15, pardon, je voulais dire view. Vous pouvez définir des views pour les objets, mais on pouvait en définir qu'une seule. Alors que là, maintenant, avec les datasets, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez faire des tableaux différents en fonction du profil utilisateur si vous le souhaitez. Et puis bon, bah, ça supporte bah, l'ordre. Oui, ben, il a mis les éléments vides en premier, c'est dommage. Là, ici, l'ordre ici, on peut trier par exemple, type d'incident. Voilà. On peut faire du multifiltre si on veut. Je peux dire sur tous les secteurs sauf celui-là. Voilà. Donc, vous avez voilà, des possibilités de tri, de, de classement. Et je vais juste montrer un truc, c'est que à chaque fois qu'on fait, on change un critère ici, ou alors qu'on va sur une page, ça fait des appels, ça fait des appels à l'API REST. Donc, le composant euh, dataset view ici qui a, c'est un composant qui, qui fonctionne complètement côté navigateur. Si on fait un parallèle avec le collection display, quand vous utilisez un collection display, euh, la constitution de la liste des éléments qui est retournée, elle se fait côté serveur. C'est du server-side rendering quand vous faites des collection display. Alors que quand vous faites du dataset, euh, quand j'ai chargé cette page via le dataset, euh, c'est d'abord une page vide qui a été chargée avec le composant dataset. Et le composant dataset, il a fait sa requête d'API pour peupler le tableau. Donc c'est du client-side rendering, les tableaux de dataset exclusivement, et pas de server-side rendering. Donc, c'est une différence assez importante. Je vais citer aussi une autre différence importante entre les collection display et puis les datasets. Si jamais vous avez déjà utilisé du workflow sur des objets, par exemple, vous avez dû constater par le passé que via un collection display, vous ne pouviez afficher que les éléments dont le statut il était approved. Eh bien, avec les datasets, on peut afficher les éléments, quel que soit leur statut. Donc ça, c'est une différence importante. Euh, voilà pour un premier exemple. J'ai d'autres exemples à vous montrer après, mais je pense que ça vaut le coup de faire une petite pause si vous avez des questions à ce stade. Moi, j'ai une question, Ouais, vas-y, dis-moi. mais c'est pas une question pour toi, c'est une question pour toute l'assemblée. Qui avait déjà utilisé des datasets auparavant? Ou plutôt, qui n'avait pas utilisé de dataset? Moi, j'ai pas utilisé de dataset avant, non. Pareil, pareil, j'ai utilisé LiveObject dans un projet. Ça a bien bouché, courant sur notamment le projet de recrute et les datasets jamais, jamais. Moi, j'en ai utilisé aussi. Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que si jamais vous avez fait du Live-Object à un moment et puis que vous avez fait du développement, il y a fort à parier que pour créer des tableaux comme ça, vous ayez euh, créé des applications React ou Angular, par exemple,
qui appelait l'API. Donc, dès lors que vous avez juste des besoins assez simples comme celui-là d'afficher des tableaux, euh, bah, vous pouvez adresser ça en low code. Ah, j'ai quelques questions supplémentaires. Ouais, vas-y. Déjà, vu que ça fonctionne avec les objects, ça fonctionne Oui. avec les systèmes objects alors? Avec les systèmes objects, il y a des limitations. Pour les systèmes objects, je m'en sers pas trop parce que j'ai remarqué que les capacités étaient limitées. Il y a très très peu de champs sur lesquels on peut faire du filtre et du tri. Donc ça rend l'utilisation avec des datasets avec des systèmes objects euh, pas très efficace. Cela dit, c'est en train d'être adressé, ça. Je vais vous montrer un truc. Alors, la raison qu'il y a derrière, c'est que les API REST euh, sont pas toutes homogènes, surtout sur les fonctionnalités natives de Liferay. Et alors, ah oui, donc, bien sûr, vous avez besoin d'activer le dataset manager, hein. Et puis, il a aussi une dépendance sur Root Object Definitions. Et alors, je crois qu'il est en bêta, celui-là. Euh, ah oui, non, pardon, je pense que je suis sur la Q1 là. Je suis peut-être sur la Q1. Ouais, je dois être sur la Q1. Non, je vérifie juste un instant. Je vois pas système dataset. Ouais, je pense que je suis sur la Q1, je suis pas sur la Q2. Parce que dans la Q2, je crois qu'il y a un feature flag à activer. Vous avez custom dataset et system dataset qui apparaissent. Et donc, progressivement, on est en train d'ajouter des datasets sur les objets systèmes et ça a commencé par les entités commerce. Donc ça, sur la Q2, vous allez le voir, vous pouvez créer des datasets personnalisés sur les commandes, les expéditions, par exemple. C'est des cas qui sont assez utiles. Mais donc, ça va s'enrichir au fur et à mesure. Mais ouais, pour l'instant, si vous créez du dataset, faites-le uniquement sur des objets, sur des Life Object Custom. Ok, merci pour la réponse. J'ai une autre question. Ouais. Question pas si innocente, c'est sur, donc, quelque part, la dataset, c'est une manière de générer des UI par-dessus des services REST. Ouais, c'est ça. Du coup, en l'occurrence, on fait ça par-dessus les services REST de nos Mhm. objects, mais souvent dans les projets, on a des services REST tiers, et donc, Mhm. pas s'empêcher de penser que ce serait une bonne opportunité de pouvoir utiliser les datasets avec d'autres services qui sont des services tiers. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens qui est prévu? Alors, Est-il ce qui pas est formidable, c'est que tu fais la transition avec... involontaire vers le deuxième exemple que je veux montrer. Et je Ah, t'ai même pas prévenu en plus. C'est ça qui est pas mal. un exemple avec les proxy objects, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah oui, bon. T'as lu dans mes pensées. Donc, Donc ouais, j'ai un cas comme ça. Alors attendez, bougez pas. Euh, ta, 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 ta. Avant que tu passes sur ce cas-là, c'est une question qui rejoint un peu. Est-ce que tu as moyen de customiser facilement la tête de ton composant de dataset, la vue, ou c'est un peu touchy pour aller le faire? Ah, mais t'es en Parce train de que me préparer la transition vers mon troisième le exemple. Alors, c'est troisième, parfait. ok, bon, bah, voilà. Ok, bon, j'attends la fin pour poser les questions alors. On Ouais, pourrit. je pense que mon programme il est pas mal, hein, parce que je suis en plein dans les questions. Non, mais c'est chouette. Alors, je vais vous montrer voilà Alors, j'ai une API là. Je l'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de clé d'API. C'est le registre des entreprises en Finlande. Ah, pourquoi pas? Donc, c'est une API qui n'a pas de clé d'API. Donc, si vous voulez faire des démos, mettez-la de côté parce que, franchement, c'est toujours galère de trouver des API publiques avec des vraies données qui n'ont pas de limite d'usage, de clé d'API. C'est toujours galère. C'est la meilleure que j'ai trouvée, celle-là. Donc, je vous la mets là. C'est pratique. Donc, j'ai utilisé ça. Donc, ça, c'est voilà, une source de données externe.
Et bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un proxy object. Donc, ouais, par rapport à la release Q2, bah, il se trouve que dans la release Q2, proxy object est passé en release et puis en bêta. Et donc, du coup, vous pouvez, au moment où vous créez un objet, vous pouvez choisir euh, un, un connecteur personnalisé. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de proxy object, ça nécessite de créer une client extension de type Object Entry Manager. Et donc, grosso modo, le principe, c'est vous avez besoin d'implémenter un mapping. Vous avez une API distante. Liferay, il a un contrat vis-à-vis des proxy objects, donc il faut faire le mapping, quoi. Euh, Vous avez la seule exigence, c'est que ça expose une API REST. Donc, vous pouvez faire votre petit composant qui expose l'interface REST dans la technologie de votre choix. Ça peut être en Spring Boot, ça peut être en Node.js, ça peut être en Python, ça peut être en ce que vous voulez. Là, je l'ai fait en Node.js. Donc, bon, bah, à quoi ça ressemble? Vous allez implémenter toutes les méthodes que vous voulez implémenter. Donc, bah, selon les cas, vous aurez des proxy objects qui seront soit read-only, soit read-write, hein. Et donc là, comme bah, je ne peux pas les modifier, le registre du commerce finlandais, bah, ça va se limiter au get. Donc j'ai implémenté le get 1 et le get plusieurs. Et j'ai pas implémenté le put, le post et le delete. Voilà. Mais ça, vous le ferez sur la même logique si vous avez besoin. Donc là, on a ce service qui est implémenté, qui fait du coup le mapping avec le back-end. Là, alors, là, c'était c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait le service back-end, il retourne que des pages de 100. Et moi, Liferay peut demander des pages de 8, de 20. Donc il y avait un petit peu de manipulation de tableau pour s'y retrouver. Donc voilà, donc on a notre proxy object. Donc qui dit proxy object dit voilà, vous avez la vue de base avec qui liste les éléments. Et puis vous pouvez aussi créer un dataset dessus. Donc là, si je vais ici, Finish Company Dataset, donc ça pointe sur l'API Company Registries ici. J'ai fait un visualization mode de la même façon. Puis là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer qu'on peut créer des actions contextuelles sur un enregistrement. Donc là, par exemple, j'en ai un pour afficher des détails de l'entreprise. Et ça ouvre une modale. Et dans la modale, ça ouvre le, la display page template associée à, à l'enregistrement. Un petit mot sur le format des URL de display page template. Euh, Surtout sur cet élément-là. Parce que ça ne s'invente pas. Et il faudrait qu'on améliore ça dans le futur. J'en ai parlé à l'équipe produit parce que c'est un petit peu difficile. Donc là, ici, c'est l'URL de la display page template. Donc le /e, c'est le préfixe de la des display page template. Compagnie-dpt, c'est la friendly URL du display page template. Et là, ici, cet élément-là, c'est le class name ID associé à l'object definition. Alors, je connais un moyen d'aller le chercher, je vais vous le montrer, sans passer par du Groovy, etc. Vous allez euh, le site, vous allez dans Page Template, vous allez dans Display Page Template, faites New, Display Page Template. Là, ici, il y a une liste avec tous les objets. Faites outils de développement inspecté. Vous allez regarder dans le select. Et là, j'ai compagnie enregistrée, la value qui est là. C'est le class name ID associé à l'object definition. Voilà. J'ai une petite question. Oui. Pas le récupérer via une API REST? Ou déjà, est-ce qu'il y a une API REST qui permet de lister les display page templates? Non, je crois pas. Ok. Ouais. Donc ça, c'est un truc à améliorer. Euh, Donc, ouais, donc je vais retourner dans le dataset, hein. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un petit truc à savoir, hein. Alors, l'autre façon de le savoir, c'est vous créer un collection display.
dans le collection display, vous créez le lien vers la display page template et du coup, bah, vous pouvez aller inspecter l'URL pour trouver. Mais de cette façon-là, on trouve l'information un petit peu plus rapidement. Donc, on retourne ici. Donc là, j'ai fait bah, deux actions. La deuxième, c'est aussi l'ouverture d'une modale vers un formulaire, en l'occurrence, je vous montrerai ça. Mais c'est pas les seuls types d'actions que vous pouvez créer, je vous montrerai un petit peu. Vous allez aussi pouvoir créer des actions de type headless. Et là, quand vous faites une action de type headless, il faut passer une headless action key qui va correspondre, je vais vous montrer, vous voyez, sur vos éléments. Quand vous récupérez des listes d'éléments dans l'API, il y a des actions. Par exemple, il y a l'action get, il y a l'action replace, il y a l'action update, etc. Eh bien, euh, quand vous utilisez headless, vous allez ici désigner euh, l'action que vous voulez déclencher dans l'API. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de construire l'URL, vous avez juste à fournir l'action. Et ce qui est chouette avec ça, c'est qu'en plus, euh, si vous définissez une headless action key ici, l'action contextuelle ne va apparaître que si l'utilisateur qui utilise le dataset, il a la permission de faire cette action-là. Vous pouvez aussi rajouter un petit message de confirmation. Êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? Voilà, pour une suppression, un truc de genre. Donc voilà, vous pouvez rajouter des actions de cette manière-là. Vous pouvez aussi faire manuellement des appels d'API en utilisant ça. Vous pouvez ouvrir un lien ou ouvrir un side panel. Side panel, c'est comme modal, sauf que c'est sur le côté au lieu d'être en plein milieu, quoi. Donc c'est les différentes options que vous avez. Donc on peut créer des actions contextuelles qui sont associées à un élément, ou alors on peut faire des actions de création, c'est-à-dire ce qui se passe quand on appuie sur le bouton plus. Là, par exemple, c'est du méta, hein. Ça, c'est l'action de création de l'action de création. Parce que ça, c'est un dataset aussi. On utilise dataset en interne dans Liferay aussi. Donc voilà, donc là, si je vais voir les companies, elles sont listées. Et puis, bah, je peux faire une action. Par exemple, hop, détail, ça ouvre ça. Et puis, si je fais contact, ça ouvre un petit formulaire. Euh, donc, ces formulaires-là, c'est display page template. Alors, je vais retourner dans le dataset. Il y a une petite subtilité qu'il faut que je vous montre aussi. C'est là dans les actions. Je passe aussi ce paramètre-là dans l'URL. C'est à chaque fois que je fais une modale, je passe le paramètre p_p_state égale pop-up. C'est ça qui fait que quand. Je vais juste vous montrer ce qui se passe quand on le retire. Ça va être assez parlant. Ça vaut mieux qu'une longue explication. Voilà. Voilà, il se passe ça sinon. Il y a le menu. Donc pp_state pop-up, c'est le petit paramètre dans l'URL qui permet de supprimer tous les menus. Ça peut vous servir dans d'autres cas de figure, je pense. Hop, voilà. Donc voilà, donc si vous avez des data sources externes, vous pouvez créer un dataset dessus en utilisant les proxy objects. Tiens, en passant, si vous avez déjà utilisé des proxy objects par le passé avec des collection display, vous avez dû constater que les performances des proxy objects avec les collection display sont pas terribles. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là ici, on a ça. Là, si je mets un collection display, alors je vais choisir le provider de hop, 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 cela. Et je vais en plus là, bah, ça, je suis sûr que ça a explosé justement à cause de la règle limitée. Non, même pas. Hop, on a de la chance. Bon, je vais en mettre maximum 4 ou 5, ça va le faire. Et je vais afficher mettre juste le nom. Voilà. Tac.
Tac. Voilà. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand on utilise du collection display, avec l'algorithme qu'il y a côté serveur pour construire cette liste, il fait que pour chaque enregistrement, il y aura un appel d'API REST. Ça fait que si vous avez du proxy object et que vous avez euh, une grosse liste d'éléments, ça va générer beaucoup d'appels. L'implémentation de dataset, elle est mieux fichue. Il fait un seul appel, il récupère tout d'un coup. Donc ça, voilà, c'est un point important. Si vous utilisez du proxy object, euh, évitez d'utiliser des collection display avec, parce que ça coûte cher en requête. Donc ça, c'est un petit point de vigilance. Donc utilisez plutôt ça. Donc voilà sur les objets distants. Et puis, bah, si vous le souhaitez, je vais passer sur l'autre question qui est et est-ce qu'on peut restituer autre chose? J'ai juste une petite Sauf si question vous. Ouais, vas-y. sur les proxy objects. Parce Ouais, que du coup, si j'ai bien compris, là, ils sont passés en release dans la Q2. oui, c'est ça. Si jamais on est en 2025 Q1, est-ce qu'il y a un risque à les utiliser avec des breaking change ou bien... J'ai pas vu de breaking change entre Q1 et Q2. Ils ont rien touché. Ok, ça marche. A Merci. priori, C'est juste une question de support, là, finalement. C'est que si tu es en Q1, on va te dire, ah, c'est en bêta, mais si tu es en Q2, on va dire, ouais, on veut bien t'aider. Ouais, ok, Voilà, je vois, ça c'est marche. juste ça. Merci. Il y avait une autre question de quelqu'un? Allez, on va revenir sur l'exemple précédent, celui de mes incidents de réseau, là. Et ben, bah, si on faisait un graphe, hein. Donc là, on va regarder les incidents par secteur. Mais je voudrais seulement, il y en a quelques-uns qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais dire, on va exclure, voilà, ces trois-là. Tac. D'habitude, ça marche. On va recharger. Donc, on va dire les secteurs. Hop, tac, tac. Voilà, voilà. Ouais, ça marche en fait. Ah, est-ce que c'est parce que j'ai mis le exclude qui n'était pas content? On va voir. Network sector, exclude, edit filter. Non, ça marche. Bon, bah, ça a pas voulu. Il doit y avoir une petite race condition dans mon code qu'il faudra que j'aille investiguer. Et puis donc, voilà, je vais rajouter d'autres critères. Par exemple, je vais dire, bah, je veux seulement filtrer sur une période donnée. Donc, je vais rajouter reported date euh, ta, 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 euh, du 1er janvier au 30 juin. Voilà, tac, ça se met à jour. Et bah, on va être intéressé par le statut de l'incident. Donc là, il y en a en in progress, resolved. Et peut-être que je veux regarder par type par statut et par lieu. Et puis alors, plutôt que de regarder le nombre d'incidents, je vais peut-être regarder la moyenne de la population impactée. Voilà, par type d'incident. Euh, donc voilà, c'est une idée de vue supplémentaire qu'on peut réaliser. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment je peux le faire aujourd'hui. C'est, c'est, ça sera plus outillé dans le futur. Parce que j'ai montré comment j'ai fait avec les produits. Ils ont une intention dans le futur, je vais vous montrer. C'est de vous permettre, là, vous voyez, dans les visualization mode, il y a table, liste, carte. Table, liste, carte, concrètement, c'est des applications React.
Et là, il y a une idée qui est en train de faire son chemin, c'est d'offrir un point d'extension, une client extension pour créer des visualization modes supplémentaires. Comme c'est pas là pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une client extension de type front-end. Donc là, ce que vous avez, j'enregistre un. Alors, est-ce que je suis bon endroit? Je suis pas sur le bon là. C'est pas celui-là que je vais vous montrer, c'est celui-là. Là, ce que j'enregistre, c'est une client extension de type import, JS import map entry. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre ce que c'est, parce que c'est pas encore très connu. C'est une extension de type JS import map entry qui, en pratique, va enregistrer un. Voyons que j'ai pété GitHub, voilà, qui enregistre un custom element. Donc, ouais, ça, c'est un petit truc. Vous avez dû apprendre à faire des client extensions de type custom element. Bah, moi, quand je crée des client extensions pour créer des custom elements, bah, je n'utilise pas custom element, j'utilise JS import map entry. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est parce que c'est plus facile à configurer. Donc là, j'ai créé ce custom element. C'est une application, vous pouvez aller voir, hein, je vous mets le lien. Tout ça, c'est une application React. Ça utilise Chart.js. Euh, il y a un wrapper React Chart.js qui marche bien. Donc c'était pas très difficile à faire. Et ouais, donc là, dans la client extension, ce que je fais, c'est que je déclare une JS import map entry. Et il y a ici pair specifier, c'est en quelque sorte le nom du module front-end, data set graph CX. Là, je vais juste vous montrer un truc. Côté navigateur, quand vous allez regarder ici dans la liste des éléments, pardon, dans les headers, il y a une section ici, script type import map. Hop, on va copier ça, on va le coller dans, euh, dans VS Code. Voilà. Tac, je formate. Voilà, ça ressemble à ça. Bah, c'est important par rapport à l'architecture front-end de Liferay, c'est un petit peu changé. Donc là, ce que vous voyez ici, cette import map que vous avez là, c'est une liste de scripts JS. Donc là, on voit notamment, il y a du React, il y a tous les modules Clay UI qui sont ici. Si on veut faire un parallèle avec ce qu'on a côté serveur, c'est un petit peu comme les modules OSGI, si je me permets l'analogie. C'est une liste de composants qui sont importables depuis un autre composant. Donc, bah, mon dataset graph, il est là. Voilà. Et donc, il y a un JS associé. Ce que ça veut dire, juste pour faire un parallèle, c'est que là, ici, mon dataset graph, il utilise des éléments Clay UI. Eh bien, j'ai pas besoin de les bundler à l'intérieur. Je peux définir en tant que dépendance externe. Et c'est ce que je fais ici. Voilà, donc je définis en tant que référence externe tout ce qui est Clay et tout ce qui est React. Donc ça veut dire que là, dans le build résultant, là, dans la distribution qui est faite, ces éléments-là sont absents, ils sont importés dynamiquement euh, dans, euh, euh, dans le navigateur par rapport à ce qui est fourni là. Et ce que ça veut dire, c'est que ces imports, voilà, cette liste d'URL, ce n'est pas des choses qui sont spontanément téléchargées par le navigateur. C'est du lazy loading. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui l'importe, alors le JS il va être téléchargé. Et donc comment j'utilise ça? Je l'utilise dans un fragment et, et je fais comme ça. Ici, dans la section JavaScript, je dis import dataset graph. C'est ce qui fait que ce dataset graph custom element, il est dispo, je peux m'en servir. Et là, vous voyez, je passe des paramètres qui viennent de la config. Et j'aime bien faire ça parce que quand je pose mon composant sur la page, j'ai une belle interface de configuration plutôt que vous savez le paramètre, la grosse text area où on met les attributs un petit peu en vrac de, quand on fait une client extension de type custom element. Donc voilà, c'est ça l'avantage que je vois. C'est plus sympa pour le paramétrage. Et ça permet aussi, parce que là, je l'ai intégré dans un fragment, je peux aussi intégrer des custom elements dans des templates FreeMarker, par exemple. Ça,
Ça offre des possibilités. Et alors, comment ça marche? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour que les deux, parce que vous voyez, il y a deux composants front-end qui dialoguent, entre guillemets. Quand je clique là, quand je change un filtre, euh, ça, ça met à jour, euh, voilà, si je dis je veux seulement ceux-là, voilà, il n'y en a plus que 46, 7, ça met à jour ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous mets un autre repo. C'est le même, en fait, non, c'est le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai montré le dataset hack là, qui est là. Bah, j'ai fait un truc en plus, c'est que bah, concrètement, à chaque fois euh, pardon, à chaque fois que le dataset ici, ce composant-là, il fait un appel fetch, eh bien, j'ai un hook sur l'appel fetch et je fais un live pour créer un événement dans le navigateur avec l'URL qui a été demandé. L'URL qui a été demandée, elle contient mes filtres. Donc là, par exemple, si je rajoute un nouveau filtre, que je dis là, reported date à partir du 1er janvier et jusqu'au 30 juin, voilà. Si on regarde les appels réseau ici, là dans la charge utile, il y a des filtres qui sont passés. Ben, donc là, cette liste de filtres, ben, je l'ai renvoyé dans un Live-Fire. Là, ici, mon composant React, il écoute ces événements. Et bah, je n'ai qu'à en fait réutiliser exactement les mêmes filters dans la requête que je construis depuis ici pour construire le graphe. Et puis il y a une autre chose que je fais, c'est que depuis le graphe ici, bah, je vais éventuellement aller chercher plusieurs pages de- d'éléments pour construire la liste complète des réponses. Là, je vais retirer un des filtres, voilà, pour qu'il y en ait plus. Donc là, il est allé chercher 100 pages d'un coup, enfin 100 éléments d'un coup, pour construire sa liste. Et j'ai fait une petite mécanique pour aller chercher de, euh, pour paginer sur les résultats. Si jamais je devais travailler sur des très gros datasets, je rajouterais un garde-fou, je mettrais une limite et je mettrais un petit message qui dit attention, là, ça fait beaucoup, restreint tes éléments pour faire le résultat. Donc voilà comment j'ai fait, vous avez tout le code source. Donc pour faire marcher ça, vous avez besoin à la fois de cet élément, de ce repo, et puis de celui-là. Et ouais, donc c'est des choses que j'ai partagées avec l'équipe produit. Et puis bah, l'objectif, ça va être à terme de fournir des points d'extension un petit peu plus naturels pour faire le même genre de choses. Est-ce que ça vous amène des... Ah oui, ouais, ce que je vous ai pas dit, que j'ai oublié de le dire, c'est par exemple là ici, quand je sors cette liste de champs, pour avoir cette liste de champs, je fais aussi un appel d'API. On va le refaire. Voilà. Faut peut-être que je recharge une fois la page pour qu'on les voit. Voilà. Donc là ici, il y a une API qui est exposée euh, par Liferay. C'est la liste des champs du dataset. Donc pour construire cette liste de champs, bah, j'appelle une API qui me restitue la liste des champs. Voilà. Il y a pas mal d'API exposées par dataset qui peuvent vous aider à construire des interfaces comme j'ai eu l'occasion de le faire ici. Du coup, tu as fini ta démo, Fabien, c'est Ouais, ça? j'ai fini. Ouais. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous êtes OK, partagez vos ressentis sur les datasets. Est-ce que vous êtes en mode mais c'est révolutionnaire, je l'utilise dans mon prochain projet? Ou est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous voyez déjà des manques? Est-ce que vous voyez des cas d'usage? Allez-y, lâchez-vous. Le micro est à vous. Ouais. Question, moi, c'est par rapport aux relations entre les entités Ouais. des datasets. Est-ce que Liferay nativement il peut gérer automatiquement cette partie-là où on reste comme d'habitude, on enrichit nous-mêmes côté back tout ça via un service ou via un DTO personnalisé?
Dans quel cas de figure dans des life objects qui sont, comme tout à l'heure, mes incidents là? Par exemple, oui, par exemple. Ouais. Bah, Ouais, tu ouais. vois là, pour les incidents, le dataset, il va chercher. Attends, c'était là. Il va chercher à la fois des champs, des incidents, mais il sait aussi rebondir sur les champs qui appartiennent à l'objet lié euh, network sector. D'accord. Ok. Donc tu peux rebondir sur les champs qui appartiennent à des objets liés. Et enfin, je vais te donner une petite astuce. Mhm. Moi, je vais la donner à tout le monde. C'est que si jamais tu veux aller chercher, si tu veux afficher un champ qui est vaguement lié, voilà, il n'y a pas tu vois, il y a pas une relation évidente. Mhm. Ce que tu peux faire, c'est tu fais assign field manually, tu passes le champ ID. D'accord. Tu passes le champ ID et tu crées un custom renderer. Et dans ton custom renderer, tu peux éventuellement implémenter un appel d'API supplémentaire pour aller chercher autre chose. Ouais, c'est un intermédiaire en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Parce Oui, que ouais. tu vois, tu vas avoir l'ID et grâce à l'ID, bah, tu vas pouvoir refaire des appels pour aller chercher euh, quelque chose qui serait lié. Donc, D'accord. Là, on parle. Ouais, ouais, excuse-moi, vas-y. voilà, tu peux aller chercher des relations lointaines de cette manière-là. D'accord. Là, on parle pour récupérer des objets en profondeur, enfin liés en profondeur, hein. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. C'est Ouais. par exemple, tu vois, si jamais tu as, imagine, tu vois, dans côté, imaginons, tu vois, j'ai un cas d'usage. Tu as un dataset sur un objet liste d'indices boursiers. Mhm. Donc, le dataset, ça va être, par exemple, ma liste d'indices boursiers préférés. Et donc, il y a plein d'informations qui vont être affichées à partir de la base de données de Liferay. Par contre, la cotation en temps réel, tu pourrais aller la chercher via un appel d'API qui serait porté par un custom renderer. Tu vois l'idée? D'accord. Oui, oui, Voilà, oui. Mhm. tu pourrais D'accord. faire ça. Donc il faut, ouais, de notre côté, on est obligé d'enrichir côté back pour répondre à ce besoin, quoi. Bah non, ça va être du front, parce que c'est Enfin, côté, le ah oui, custom renderer, ah c'est oui, front. pardon. Oui, oui, C'est oui. front, hein. Ok, d'accord. Donc C'est en imaginons fait, qu'il y a c'est ouais, juste un petit bout de JavaScript qui va implémenter un fetch, quoi. d'accord, ok. Ah, c'est intéressant, ok. Ah, ça, c'est un Donc, cas d'usage très, très particulier, enfin, qu'on peut implémenter dans un projet. C'est ouais, intéressant. ouais, ouais, celui des indices boursiers, là, tu peux faire un parallèle avec plein d'autres trucs, ça va être un cas assez courant. Et même ordre d'idée, alors je ne voulais pas montrer là, mais vous pouvez aussi rendre votre dataset éditable en ligne avec la même astuce. Vous pouvez créer un custom renderer qui va mettre un champ input. Et puis sur le champ input, vous mettez un event listener qui va faire un fetch pour faire un patch quand on change la valeur. Donc vous pouvez faire des trucs comme ça si vous voulez. D'accord, ok. Voilà. Il y a on peut un petit peu, on peut profiter des points d'extension pour faire des trucs un petit peu plus sympas. Ok. Bah, merci. Merci pour la Pas de réponse. rien. Vous avez d'autres retours peut-être? Non, c'en est fini pour les datasets, en tout cas pour aujourd'hui. Ouais, moi, j'avais juste une petite Ouais. question, Ouais. Fabien. Niveau perf, tu es jusqu'à combien d'objets? Parce que tout est en front. Après, Oui. si tu commences à cascader des appels, j'imagine que ça finit vite, on joue la bidouille et je pense, enfin voilà, c'est pas le but. Mais ne serait-ce Mhm. que si tu y files, enfin, j'imagine qu'il pagine comme il faut, ou alors il remonte tout et il fait son taf après. Il est fait comment le code derrière? Parce que quand il y a de la pagination, ça fait une requête d'API avec un Ouais, il met page les égale bornes et tout comme page ça, size. donc il n'y Ouais, a pas c'est de ça, ouais. souci. Ouais, Mhm. ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc Ouais, t'as et pas de souci de perf ouais, aucun, c'est c'est ça, cool. t'es pas obligé de chercher les 10 premières pages pour afficher la 11e. Ouais, Ouais, ok. c'est bien fait. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. Nickel. Et une deuxième question, c'est toujours sur le même sujet, hein, désolé, Ouais, ouais, j'insiste sur vas-y. ça. C'est plutôt côté BO, en fait, back-office. On peut gérer facilement les colonnes, l'affichage des colonnes, formaté Ouais, par ouais. exemple, je dis,
n'importe Ouais. quoi, une date, Tu as ou des règles d'erreur par recalculer une défaut. date. Ouais. Ouais. Ah oui, ok. Mm. Et après, si jamais tu as besoin d'autre chose, tu fais un petit client extension, c'est facile. Ça, Ouais, c'est très ok. facile. Si tu as envie de mettre des jolis smileys, Ah comme ouais, ça, c'est tu ça. peux. Voilà, Voilà. ça sert à ça, en fait. Ouais, les clients, ils ont des règles assez spéciales. Ok. Ah, cela dit, Fred, euh, chose à savoir, c'est, tu sais, quand tu fais des filtres et des sortes, euh, tel que c'est développé, alors ça n'a rien à voir avec dataset, ça a plutôt à voir avec Object, ça crée des requêtes SQL. Quand tu appelles des API d'Object, ça crée des Ouais. requêtes SQL, ça ne fait pas des requêtes à Elasticsearch. Donc là, ce que j'ai déjà fait faire à, à un client qui avait un gros volume, c'est d'aller rajouter manuellement un index dans la base de données par rapport au type de filtre qui était le plus Ouais, bien utilisé. sûr. Ouais. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé en interne. On voudrait essayer de rajouter des fonctions dans l'administration des objets pour, Pouvoir les faire à la main, quoi, pas être obligé d'aller ouais, les pour pas que tu sois bidouiller. obligé d'aller sur la base de données, pour que tu puisses euh, un petit peu, tu sais, comme dans les service builders. Dans les service builders, dans le XML, tu pouvais dire quels index tu voulais Oui. indirectement. Bah, j'aimerais bien qu'on ait la même chose. Alors, ça va pas être trivial, parce que, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle de données pour les Liferay Objects, il y a deux tables. Il y a la table qui contient tous les champs de départ et la table qui contient tous les champs que tu vas rajouter plus tard. Donc, bah, ouais, voilà, ça peut être trivial, mais bon, on va y regarder. Il y a peut-être moyen de faire des vues, je sais pas. C'est- Ouais. En parlant des services builders, c'est intéressant parce que sur le projet actuel, on est dans un service builder Ouais. qui fournit les données. Est-ce qu'on peut utiliser du coup les datasets pour la couche, comment on peut dire, interface, enfin, pour l'afficher, quoi, mais on est obligé de passer par un, euh, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Data provider, c'est ça? Un contrôleur, Euh, parce que voilà, il y a pas mal de projets qui utilisent les services builders, donc on doit s'adapter Ouais. en fait si on intègre les datasets. Après, tu as toujours la possibilité de faire du remote, de rajouter un proxy object dessus. Et, enfin, c'est un peu Ouais, pas très c'est. propre, mais ça se fait. Ah, Ouais, ok, ok, Mm. ok. Ouais, ça va pas être trivial. Ça va pas être Ouais, ouais, trivial. bon, après, écoutez, J'ai pas fait cet exercice-là encore. d'ailleurs, je pense que si tu construis avec le REST Builder Ouais. Ouais. binaire des services REST du ouais. bon format, ça me paraît jouable. C'est jouable. Il faudra que ton REST Builder il ait la même structure qu'un Liferay Object. Mm. Effectivement. Donc, en Mm. fait, faire un service REST Life Object de contrebande par-dessus un service builder, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ah ouais, ça fait Ouais. du taf, quoi. Ouais, ça fait du taf. Mais ouais, de façon Ouais, générale, là aujourd'hui, la tendance, c'est il y a de moins en moins de freins à utiliser du Liferay Object, des Client Extension Front-end à la place de Service Builder Portlet qu'on faisait avant. Ouais. Je rencontre de moins en moins d'obstacles à l'implémentation de cas d'utilisation réels. Cependant, Il reste encore un peu de problème de search et de. Mm. Parce que le modèle de données reste un peu compliqué quand tu veux faire des trucs un peu touchy ou du search cross-object, ce genre de choses comme ça. Là, tu peux pas encore le faire. Alors, il faut te dépatouiller. Ouais, c'est là Ouais, qu'il c'est faut là que aller ça commence. chercher à la rescousse. C'est, peut-être qu'il Ouais, tu as faut. des blueprints maintenant, peut-être. J'ai Ouais, pas encore assez regardé, moi. Ça. faudra qu'on fasse peut-être un atelier un jour là-dessus. Parce que Ouais, ça, pour le coup, c'est puissant, mais la barrière à l'entrée, elle est haute. ouais. Euh, mm. mais, euh, mais une fois qu'on a compris la logique, on peut faire des choses assez sympas. Juste un mot par rapport à cette histoire de service builder. Effectivement, pour les nouveaux projets, il n'y a pas forcément beaucoup de barrières pour utiliser les Life Objects plutôt que Service Builder. Le vrai problème, Mm. c'est surtout sur les projets existants qui ont des fois des centaines d'entités Service Builder. Le, Ouais, Exactement. le coût de la migration est lourd parce que du coup, il faut un petit peu tout réécrire parce que tout ce code c'est Java de la réécriture. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est.
Et donc ça, C'est ça. c'est là où il y a une problématique, quoi. Ouais. Mais alors justement, sur ces histoires de Service Builder ou Life Object, etc., j'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais pas qui c'est, si c'est Fred ou Fabien, il faudrait qu'on fasse un atelier là-dessus. Sur les blueprints, Ouais, j'ai enfin, dit ça. Ouais. en tout cas, si tu pour Ouais. faire une transition sur un dernier sujet, c'est qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme sujet pour les meet-up à venir, quoi, pour les Euh, quelques minutes qui nous restent ensemble, là. Ça peut être un sujet de discussion. une question. Ouais, ça reste ouvert comme. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire du meet-up, par exemple. Vous pouvez mettre des commentaires sur la fiche Meetup. Et surtout, si vous avez des sujets à présenter, n'hésitez pas. Il y a un petit formulaire. Et puis, même si vous ne voulez pas utiliser le formulaire, vous pouvez mettre juste un commentaire dans le Meetup. Mais il y a un lien vers un Google Form. Parce qu'à une époque, on avait quand même pas mal d'intervenants externes sur les Meetup, Mm. quoi. Puisque normalement, c'est ça le concept, quoi. C'est avoir des talks d'un petit peu toute la communauté. Il y a un peu moins de volontaires ces derniers mois, ces dernières années. Mais faut pas hésiter. Si vous avez fait un truc en projet qui est sympa et vous avez envie de le partager, le micro vous est ouvert. Ok, super. Sur la page du Meetup, il y a le lien vers le Google Form, hein, Mm. pour soumettre des talks pour le Meetup. Bon, en tout cas, Fabien, merci beaucoup pour cette présentation très instructive et en tout cas pour moi et je pense pour tout le reste de l'auditoire. Ah, j'ai une petite question de Jérémy à laquelle je vais répondre. Ah, j'ai pas vu, désolé. Ouais, Ouais, elle vient pardon, je viens juste de d'arriver. la poser. Ouais, je viens juste de la poser parce que c'est vrai que je me posais la question un peu depuis le début. Les Ouais. datasets et collection display, est-ce que c'est vous à remplacer pour les objets ou c'est vraiment deux usages différents avec deux mindsets différents? Pour moi, c'est deux usages différents. Alors tout à l'heure, je parlais du fait que le collection display, c'était du server-side rendering et Ouais, puis le dataset, c'était client-side. Euh, c'est important vis-à-vis du SEO. Euh, donc, quand par exemple tu veux afficher une liste d'actualités sur une page d'accueil, tu veux utiliser Collection Display. Parce que comme ça, voilà, le titre de l'actualité, le résumé de l'actualité, là, ça va être retourné dans l'HTML de la requête que tu as faite directement. Et donc, du coup, le robot qui va indexer, il va voir cette information. Alors c'est vrai par exemple pour le robot qui fait l'indexation des content page liferane, et c'est vrai aussi pour un search bot qui va passer. Donc voilà, l'information elle est affichée. Alors que si tu avais mis un dataset, le robot il serait obligé de refaire une requête Ajax en plus pour récupérer les données. Tu as certains robots qui sont intelligents, d'autres moins. Mais même ceux qui sont intelligents, ils donnent un bonus à ceux qui ont donné l'information en premier en termes de ranking. Donc, dès lors qu'il y a des sujets de Search Engine Optimization, Collection Display, et après, si dans le cas contraire, si la priorité c'est plutôt de la performance, bah, je vais privilégier de la dataset view. Euh, Par exemple, et puis, ouais, et puis autre chose, si jamais tu as besoin de faire des interfaces d'administration sur des objets qui passent par un workflow, c'est-à-dire tu es, en draft, tu es en pending, etc. Tu es obligé d'utiliser dataset parce que Collection Display, il veut pas afficher autre chose que les approved. ok, Donc ouais. voilà, c'est principalement pour moi, c'est client-side, server-side, c'est ça le premier critère. Et après, le deuxième critère, c'est la perf. Ok, ouais, je vois. Ça marche. Perf, Merci. Ouais, et tiens, question, Fabien, parce que Ouais. c'est vrai que les collection displays, ça fait quelque temps qu'on sait qu'elles sont pas toujours performantes parce qu'ils font les requêtes Hmm. au fur et à mesure, là. Tu sais s'ils comptent y retravailler un peu pour améliorer ça? C'est-à-dire que remonter les données ou les filtrer en amont, enfin, je sais que c'est pas facile à faire comme code et un peu touchy, mais tu sais s'il y a une évolution là-dessus Je l'ai ou poussé maintenant pas qu'il y a mal, les celle-là. datasets, ils vont se dire que bah utiliser des datasets pour ce genre de contexte. J'ai l'impression, ouais.
Ouais, Parce que ok. je leur en avais parlé pas mal, tu vois, et puis ils ont vu le truc, ils ont vu que c'était un peu compliqué. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que le framework Infolist, il est antérieur au proxy Oui, oui. object. Et ils ont regardé le machin, ils se sont dit, oh là là, le refactoring, il est méchant. Mm. Donc, ils n'ont pas osé y toucher pour l'instant. Et tu as raison, maintenant que tu as le dataset qui donne les bonnes perfs, bah, ça fait une bonne Oui, raison de ne plus y toucher. Donc, ouais, je pense qu'ils vont pas y toucher tout de suite. une bonne raison pour pas le faire. Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Yes. Ouais, mais on préfère toujours s'occuper de ce qui est plus facile à réaliser. C'est toujours la balance entre le bénéfice et le Oui, coût. bah, c'est normal. Et puis il y a plus de. Oui, bien sûr. Ok. Ouais. Mais voilà, j'étais aussi content que les datasets soient en release, c'est que ça, vis-à-vis des proxy objects, voilà, ça me retirait une vilaine épine du pied, parce que bon, j'avais déjà fait des trucs, hein, j'ai mis du cache là où je pouvais pour que même s'il y a plein de requêtes, que ça aille plus vite. Ah tiens, aussi en Ah, mais passant. c'est ça, mais au final, tu te disais, tu le faisais en. Tu avais plus intérêt à redévelopper ton appli React et à faire ton REST Builder à toi plutôt que d'utiliser les trucs quoi, avant. Ouais, c'est ça. En parlant de perf par rapport à ça, vous avez dû voir qu'on était passé, on a le support JDK 21. Alors, je ne l'ai pas Oui, encore testé, mais j'ai envie de le tester. Il y a une fonctionnalité supplémentaire dans Java 21 qui est cool. Ça s'appelle les virtual threads. oui, Euh, Parce que vous savez, quand vous paramétrez un Tomcat, ou alors quand dans votre code, vous mettez un exécuteur service, vous définissez un nombre de threads par endroit, mm, la taille du pool de threads. Et euh, on met des limites raisonnables. On met des limites raisonnables parce que un thread de JVM, bah, à la fin, c'est un thread du système d'exploitation. Et le système d'exploitation, bon, bah, il y a un moment, il peut plus donner de thread, quoi. Eh bien, à partir de JDK 21, il y a une implémentation de thread qui est Virtual Thread, qui permet d'avoir des threads qui sont décorrélés des threads du système d'exploitation. Donc, du coup, Euh, je pense à un cas qui est... En fait, j'en parle c'est parce que justement, on parlait des proxy objects. Dès lors que vous avez une architecture dans laquelle votre Java fait des appels à des systèmes back-end, le temps que l'appel au système back-end aboutisse à une réponse, bah, le thread, il attend. Donc, si vous intégrez des systèmes back-end qui sont longs à répondre et qui a un volume de requêtes importantes, vous pouvez avoir des pools de threads qui sont en attente. Et ça peut vous bloquer un serveur, hein, ce genre de choses, hein, parce que s'il n'y a plus de threads, il n'y a plus de threads, hein. Et, eh bien, via les virtual threads, ça vous donne l'opportunité, là vous savez que vous avez des problèmes de temps de réponse, ça vous donne la possibilité d'agrandir un petit peu les pools de threads parce que vous n'êtes plus en train de flinguer les threads de l'OS en fait. Alors, ça se fait pas tout seul. Il faut, pour bénéficier des virtual threads, bah, par exemple, utiliser des librairies clients HTTP qui savent les exploiter. Donc, vous pouvez avoir envie d'aller voir, par exemple, les dernières versions de OK HTTP que vous pouvez paramétrer pour faire du virtual thread plutôt que du thread natif. Voilà, petit aparté comme ça, il y a, c'est- dans la perspective de faire voilà, il des reste dans tous les applications sens, ça, c'est bien. plus asynchrones, quoi, il y a des opportunités. Ok. Et tiens, j'avais une question rien à voir, mais ça Ouais. me fait penser parce qu'on en a parlé la dernière fois. Tu disais que vous pensiez potentiellement faire un Rex aussi sur les bonnes pratiques, parce que vous aviez eu pas mal de projets sur un projet pas mal de problèmes sur un projet japonais, je crois notamment où ils avaient fait de l'architecture dans REST dans tous les Hmm. sens et ils sont aperçus que bah oui, mais en fait on ne concevait pas un projet avec des appels REST dans tous les sens que comme on le faisait avant en transactionnel, avec des grosses transactions, ce Ah genre de bah choses oui, comme ouais, ça. ouais. Ouais. Et tu sais, on avait parlé de ça. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant si vous aviez un Rex là-dessus ou les petits trucs à savoir, parce que quand on a des gros projets, c'est vrai qu'il faut vraiment y penser un peu différemment. Je sais pas si c'était prévu de refaire ça, peut-être un DevCon. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Bah, on peut rapidement avoir des problèmes d'architecture quand on fait du Liferay Object.
Vous savez, vous pouvez définir les object actions. Ouais. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est l'object action, ça va appeler un microservice en REST. Et après, si jamais votre microservice en REST lui-même fait des appels REST à l'iFrame, il y a, si on fait n'importe quoi, on a vite fait de Oui, tu créer fais des boucles. Ouais. une machine infernale, hein. Voilà, là, il faut faire attention. Euh, tiens, la transition est intéressante. Donc, voilà, faut bien gérer ces machines à état, quoi. Et faut être capable de gérer. Faut, faut, faut penser moins synchrone, faut penser plus asynchrone dans ces cas-là. Parce que le synchrone, ça peut créer de la deadlock. Vous avez peut-être vu passer l'information qu'il y a un partenariat Liferay Camunda. Ouais. Bah, ça va peut-être nous aider pour ce genre de choses quand il y a besoin de traiter des choses un petit peu complexes. Donc, ouais, le partenariat est tout nouveau. Il y a un connecteur Camunda Liferay qui a été créé. J'ai pas encore testé. Je pense que ça va être fin de l'été. Je ferai un premier test autour de ça. Mais ouais, avec un outil comme Camunda qui tourne à côté de Liferay, justement pour tout ce qui est traitement applicatif événementiel, ben ça va aider un petit peu à faire le découplage asynchrone qui est nécessaire pour pas lisser, je pense, la charge sur les endpoints. Et ouais, de façon générale, on est plus, on avait beaucoup de réflexes. Liferay étant un gros modulite, on faisait beaucoup de transactions SQL. C'est-à-dire que voilà, tous les changements qu'on faisait en base de données, c'était dans une transaction. Et si tout est réussi, pouf, je valide. Là, dès qu'on parle dans les architectures microservices, ben, on peut plus faire ça parce que c'est distribué. Donc, on peut pas garantir une cohérence transactionnelle à travers plusieurs systèmes. Donc, c'est pour ça que bah, c'est utile d'avoir du BPM pour gérer du cas nominal et puis gérer des cas de compensation des, pour faire du rollback manuel en quelque sorte sur des opérations qui doivent être annulées. Donc ouais, je pense que d'ici quelques années, on sera amené à faire des projets avec du Liferay pour le front-end, la persistance des objets, et puis pour toute l'orchestration de processus métier. On pourra s'appuyer sur les capacités de Camunda pour gérer les cas un petit peu complexes, je pense. Donc voilà, par rapport aux limites qu'on a vues sur ce projet japonais, voilà les difficultés qu'on avait dû résoudre, un Camunda pourrait potentiellement constituer un bon outil pour faciliter la construction de l'architecture. Ok. Alors, juste une petite question sur Camunda, justement. Tu parles Ouais. d'un connecteur. Est-ce qu'il y a une date annoncée de la publication du connecteur? Il y a un connecteur côté Camunda qui a déjà été publié. D'accord, c'est côté Camunda. Ouais, ouais. Et là, pour l'instant, ce que ça veut dire, c'est que bah, tu vois, depuis Liferay, tu peux déclencher un webhook et puis Camunda, il peut choper le webhook. Mais potentiellement, là, on est en train d'y réfléchir, on est en train de regarder si on peut pas offrir tu vois, une interface un petit peu plus intégrée. Mais voilà, c'est déjà possible aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un développeur, je crois il est allemand ou autrichien, je ne sais plus. Il a créé un connecteur Liferay dans N8N aussi, pour appeler plus facilement les API de Liferay. C'est bien pour les démos. Ah oui, c'est bien. Très bien. Et ouais, par rapport à ça, N8N, Camunda, N8N, c'est de la pure automatisation. Donc, alors j'ai tendance à préférer utiliser N8N parce que c'est très simple. Dès qu'il s'agit, tu vois, d'automatiser des séquences d'actions. Et par contre, la valeur ajoutée de Camunda, elle vient vraiment dès qu'il y a besoin de faire intervenir de l'humain dans la boucle. Bah oui, c'est un moteur de BPM, donc Voilà. il est fait pour quoi. Ouais. Mm. Mais quand il n'y a pas d'humain dans la boucle, N8N, ça fait le job. Ouais. On était fan avec le Guillaume, on en faisait tout le temps. Mm.
Les bots sont nos amis. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Fabien pour cette présentation et toutes ces infos. Bah, de rien. Merci à vous d'être venu. Merci à toi. Et donc, je vous dis à tous, passez de belles vacances et rendez-vous en septembre pour d'autres meet-up, peut-être sur Camunda, peut-être sur le remplacement du service builder par le Liferay Object. On va Ouais. voir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bon Merci à vous. Au revoir. après-midi. Bon Merci après-midi. beaucoup. Au revoir. Au revoir.